sommes donc le lundi 13 octobre 2014, il est 10 heures du matin, et je vais vous parler des femmes à la suite d'une émission que je suis en train d'écouter sur France Culture sur les femmes collectionneuses. C'est très intéressant, car s'il y a bien un domaine où on doit s'attendre à ce que les femmes soient présentes, c'est bien le domaine des collections. C'est tout à fait normal que les femmes collectionnent. Elles collectionnent d'ailleurs des œuvres essentiellement masculines, entre parenthèses. Parce que cette volonté d'engranger dans des collections, dans des galeries, dans des musées, dans des bibliothèques, est très typique, très caractéristique, d'après mes propres travaux. D'abord parce qu'il s'agit de l'extériorité. Nous sommes en face d'êtres qui gèrent l'extérieur. Et l'œuvre accomplie, l'œuvre née, c'est pas la même chose que l'œuvre à naître. C'est pas du tout la même problématique. Et là, il y a un phénomène d'appropriation qui peut tout à fait se faire. On peut s'approprier une œuvre. Donc là, il y a une complémentarité qui est tout à fait intéressante entre la femme et l'homme. L'histoire des femmes, si on doit écrire une histoire des femmes, c'est une histoire qui est, je dirais d'une certaine manière, indissociable de l'histoire des hommes. C'est pas comme l'histoire de France. On n'écrit pas l'histoire des femmes comme on écrirait l'histoire de la France ou l'histoire des États-Unis ou l'histoire de la Russie. Qui sont des histoires qui sont fondamentalement mixtes de toute façon. Mais est-ce qu'on peut isoler une histoire des femmes, au sens où on entend le mot histoire? Ça paraît contestable. Mais c'est tout à fait révélateur aussi de ceux qui veulent le faire. Mais en même temps, est-ce qu'on parle d'égalité? Est-ce qu'on parle de complémentarité? Est-ce qu'on parle de différence? On ne sait pas très bien de quoi on parle. Bon. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la collection est un mode d'expression qui me paraît typiquement féminin. Même si, effectivement, il y a eu des grands collectionneurs masculins, autrefois et également aujourd'hui. Mais qu'on me dise que ce sont des femmes qui ont inspiré ou suscité ces collections, ça n'a absolument rien de choquant ni de problématique par rapport à mes travaux. Personne ne dit que les femmes n'ont pas des domaines qui leur soient propres. Justement, quelque part, c'est ce qu'elles refusent d'admettre. Alors, moi, je dis que la femme collectionneuse, c'est quelque part, c'est presque emblématique. C'est tout à fait ça. La femme est une collectionneuse. Collectionneuse, mais c'était un programme d'être collectionneur. Collectionneur de ce qui a été fait. Le collectionneur, c'est pas la même chose que le créateur. Et tant mieux si les femmes sont des collectionneuses. Tant mieux si elles-mêmes, encore mieux si elles étaient capables de repérer des artistes, des créateurs dans tous les domaines et de les révéler. On attend que ça d'elles. Plutôt qu'elles cherchent à être en compétition avec les hommes dans les domaines qui leur échappent et qui sont voués à leur échapper, qu'elles se concentrent, qu'elles se focalisent sur des domaines où elles peuvent se rendre réellement utiles et qui correspondent véritablement à leur génie personnel. C'est pas un souci. Et donc là, je trouve que c'est une excellente nouvelle d'apprendre cela. L'appropriation par les femmes des œuvres masculines, ça me paraît tout à fait emblématique, en effet. L'appropriation par la collection, par le musée, ça me paraît tout à fait logique. Donc je suis très content ce lundi matin d'entendre ce genre de choses. Il est clair aussi, par exemple, que nombre de femmes ont succédé à leur mari.
non seulement dans le domaine des collections, mais dans tout le domaine politique, même scientifique, même littéraire, même dans l'édition. À certaines époques, effectivement, j'ai montré que les veuves, il y avait beaucoup de veuves dans le monde de l'édition au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Elles ont vocation à compléter non seulement dans l'espace, mais dans le temps, ce que leurs maris ont fait. Mais ça ne signifie pas non plus qu'elles ne sont pas capables de briller par elles-mêmes et de constituer une fortune par elles-mêmes. Je ne vois pas du tout le problème. L'indépendance financière n'a jamais été pour moi un critère. Les femmes sont parfaitement capables de gagner de l'argent. Parce que gagner de l'argent, ça passe par toutes sortes de voies, y compris par l'imposture, y compris par l'escroquerie, y compris par l'appropriation. L'argent n'a pas d'odeur, comme on dit. Mais, là encore, j'avais une discussion hier à un café philo, avec une animatrice qui est également pianiste, qui s'appelle Sabine, je crois. Et elle revendiquait fortement le fait que interpréter un morceau de musique de tel et tel compositeur masculin, parce que l'interprète aussi c'est un collectionneur, il a un répertoire, il est collectionneur. Interpréter des œuvres de différents compositeurs, c'était une tâche tout à fait noble, tout à fait importante, et même aussi importante, peut-être même, semble-t-il, d'après elle, que les créateurs, que les compositeurs, les improvisateurs. Alors chez elle, ça prend des proportions assez inouïes, parce que non seulement elle n'improvise pas sur le plan musical, mais elle n'improvise pas non plus quand elle prend la parole. Elle a fait un exposé où elle a lu un texte qu'elle avait déjà préparé. Tout était lu. Et là, c'est intéressant parce que il y avait là Jean-Luc qui était de ceux qui avaient lancé une certaine formule des cafés philo, une formule alternative par rapport à celle de Marc Sauté, qui consistait à présenter un exposé assez substantiel en début de réunion qui pouvait durer une demi-heure par exemple. Mais lui reconnaissait qu'il n'était pas question, dans son esprit, au départ, que cet exposé soit lu. Il était question, au contraire, de garder le contact avec le public, d'exprimer directement, que ça sorte de soi-même. C'est pas un détail secondaire, la question de lire un texte ou pas. Si je lis des textes, de même que quand j'interprète, si je lis quelque chose, mon cerveau va se focaliser sur la lecture. J'exagère un petit peu, mais je vais déchiffrer la lecture, le texte, ou la partition. Et donc, quelque part, ça va se faire aux dépens d'autre chose, aux dépens d'un contact direct, d'une attention directe, par rapport à ceux qui sont là, en présent. C'est quelqu'un qui se situe dans une sorte de diachronie différente. Le moment où il a écrit ce texte, alors qu'il n'est plus là, il y a un décalage qui se fait. Et pourquoi ce décalage? Pourquoi ces précautions? C'est une question qui se pose. Pourquoi ce besoin de passer par un texte écrit, que l'on soit l'auteur ou pas? En l'occurrence, en musique, c'est pratiquement le cas. Encore que, bon, je connais d'autres cas comme ça, comme Jen, dans le café philo. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Elle nous raconte, elle nous lise des choses. D'où est-ce qu'elles l'ont sorti? Où est-ce qu'elles l'ont copié? Où est-ce qu'elles l'ont recopié? On n'en sait rien. Parce que ça passe par la moulinette de la personne qui parle. On revient sur cette fameuse question de la bouche, n'est-ce pas? Tout ce qui sort de la bouche de quelqu'un ne vient pas de lui. Ce qui veut dire qu'il n'y ait pas, à ma connaissance, de proverbe dans ce sens. Ça me paraît un facteur tellement essentiel. Méfions-nous de ce qui sort de la bouche de quelqu'un,
Parce que de cette bouche peuvent sortir des choses qui ne lui appartiennent absolument pas, qui ne sont absolument pas son œuvre. Et en même temps, c'est la même bouche à travers laquelle quelqu'un va pouvoir dire des choses complètement personnelles. Et cette ambiguïté de la bouche, j'ai failli publier un ouvrage il y a 5-6 ans à Grenoble sur ce sujet, j'avais appelé ça la stomatologie, je ne sais plus très bien. Enfin, quelque chose qui était montré tout ce qui était lié à la bouche. Et effectivement, la bouche, c'est un lieu, qui fait partie aussi d'ailleurs le lieu du langage, c'est un lieu de l'ambiguïté profonde. C'est un lieu hybride, la bouche. Elle est hybride, d'abord parce que, effectivement, elle sert à la fois à émettre et à absorber. C'est vrai qu'on écoute, on absorbe avec nos oreilles, on absorbe la nourriture avec notre bouche, et on émet notre pensée, nos idées par la bouche aussi. Et c'est pour ça que j'ai très souvent tendance à passer de la nourriture intellectuelle et matérielle, terrestre, comme on dit, à la nourriture céleste et mentale et intellectuelle. C'est vrai que nous sommes nourris par ces deux plats, c'est-à-dire par ces deux voies, et que des parallèles constants peuvent être faits, des analogies constantes peuvent être effectuées entre ces deux points. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai proposé récemment de dire que la philosophie était une cuisine de l'esprit. Oui. C'est-à-dire que de la même façon que l'on fait la cuisine, ce sont des préalables. Aussi, on peut parler d'ailleurs de sexualité dans ce domaine. Il faut préparer ce qu'on va manger. On ne peut pas le manger tel quel. Même la viande, on ne mange pas crue. Il faut la faire chauffer, la faire griller. Les fruits, en revanche, on peut les manger tels quels. Donc on peut les choisir, les assembler, en faire peut-être une salade de fruits. Eh bien, la philosophie serait aussi l'idée selon laquelle nous ne pouvons pas, notre mental ne peut pas assimiler ce qui n'a pas déjà été quelque part cuisiné, préparé, décanté, si on veut. La notion de concept, si vous voulez, serait en fait la façon dont nous avons besoin que le réel nous soit proposé, présenté, pour que nous puissions le consommer. On a là une cuisine de l'interface, en quelque sorte. Parce que vous savez que depuis quelque temps, je me suis posé des questions sur le rôle de la philosophie, sur la fonction de la philosophie. Et là, je crois que nous avons là un créneau, une direction de recherche intéressante, en jouant sur le mot cuisine, en jouant sur le mot bouche. Et l'autre jour, donc, en café philo, dimanche, c'est hier, il y avait aussi l'exemple, l'analogie que j'avais proposé sur le plan sexuel. On n'aborde pas quelqu'un sans préparer, un homme n'aborde pas une femme sans la préparer, sans des préliminaires. Donc nous avons besoin en permanence de préliminaires, de préparatifs, de préparation. Et la philosophie serait vouée à cette préparation. Et en certain sens, le philosophe serait un cuisinier de l'esprit. Et on pourrait jouer sur cette analogie, sur cette parabole, assez longtemps, il me semble. J'aurais dû y penser. Alors qu'elle est faible, on ne peut pas. Oui, il y a peut-être un lien entre les deux problèmes.
Maybe there is a line, a connection between two things. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Là, on comprend rien du tout. C'est pas ça. C'est pas ça. Attendez. Qu'est-ce que j'ai embrouillé là? Oh là 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 là. Oh, God gracious.